Bonjour à tous et bienvenue sur Comme au cinéma. Alors aujourd'hui on est très heureux d'accueillir sur notre canapé Monsieur Pascal Laugier, bienvenue. Bonjour. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es entre autres le réalisateur de Martyr et de The Secret. Oui. Et là, tu viens nous présenter Ghostland, ton nouveau long métrage qui sortira le 14 mars sur nos écrans. Donc évidemment, on vous conseille 1000 fois d'y aller. Nous, on l'a découvert à Gérardmer où il est reparti avec le Grand Prix et le prix du public. Alors justement, ça t'a fait quoi ces deux prix ? Ça m'a soulagé parce que Gérardmer c'était la première mondiale du film et je l'avais montré à personne à part 4-5 amis très proches. J'ai tellement travaillé tard sur le film, quelques jours avant Gérardmer j'étais en train de finaliser la version française avec Mylène Farmer en studio, donc on n'avait aucun recul et on a tourné le film d'une manière tellement autarcique, sans aucun journaliste sur le plateau, on était vraiment dans notre bulle, à l'intérieur de notre propre troupe, au milieu des prairies du Manitoba, en plein centre du Canada. C'était complètement désertique. Donc c'était très favorable à la fabrication de ce film parce qu'on était très concentrés et tout d'un coup boum, après 8 mois de post-production, là aussi on est isolé dans une salle de montage, salle de mix, étalonnage, tout ça. Donc j'arrive à Gérardmer, salle pleine, et maintenant il faut montrer le film quoi. C'est comme si j'avais pas eu le temps d'habiller mon fils et que je l'avais montré tout nu sur scène quoi. Il y avait un peu de ça et donc avec la peur que les gens disent le fils de Laugier il est pas beau et puis voilà, puis après donc, pendant la projection j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Il y a eu un silence incroyablement attentif du public. Et puis ensuite des applaudissements à un endroit précis du film qu'on révélera pas, mais qui étaient des applaudissements en faveur du film, et pas du tout d'ironie là-dedans. Et j'ai commencé à me détendre et les applaudissements à la fin, j'ai senti que, en tout cas, que le public l'avait reçu. J'étais loin de me douter qu'on gagnerait 3 prix, dont le Grand Prix, mais je veux dire, mais bon, voilà, ça a fini de me rassurer, de me dire, voilà, il y a une partie des gens, une partie du public qui comprend le film, qui le reçoit 5 sur 5 et qui a l'air d'y trouver beaucoup de plaisir. Mais c'est ça du coup qui est intéressant avec Gérardmer, c'est que le film a gagné à la fois le Grand Prix, donc c'est un jury de professionnels, oui. et à la fois le prix du public. Oui, c'est ça. Donc tu as eu les deux finalement. C'est ça. En fait, ça a validé ma démarche quoi. Ça a été un long travail de 2 ans d'écrire, produire, finir ce film, le tourner, tout ça. Et puis au bout de 2 ans, il y a effectivement le jury présidé par Mathieu Kassovitz l'a aimé d'une manière, je crois, quasiment unanime, si j'en crois ce qui m'a été rapporté, et le public aussi. Donc ouais, ça valide un travail en fait. Pendant 2 ans, on est à peu près seul à porter ce travail. Enfin, voilà, seul avec un producteur, une troupe de comédiennes, mais on sait pas quoi. On est peut-être dans un délire collectif, dans une illusion, parce que tous les gens qui commencent un film, ils y croient. Et même quand le film est mauvais à l'arrivée, donc c'est aussi difficile de faire un mauvais film que de faire un film réussi. Donc on sait pas en fait. Et tout d'un coup là, il y a 800 personnes dans une salle qui vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui eux veulent juste passer un bon moment, et visiblement ça a été le cas. Donc Ghostland, c'est ton 4e long métrage. C'est mon 4e film, oui. Est-ce que pour du coup les internautes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi, de ton parcours ? Tu veux dire avant de faire mon premier long métrage ? Enfin, d'où tu viens D'où je viens Je viens du sud de la France. Je suis né à Cannes, qui est une ville de cinéma. Mais qui est une ville de cinéma 15 jours par an. Parce que le reste de l'année, quand les stars elles sont parties, c'est sinistre. C'est une ville de caniche après. Ouais. Enfin, c'est sinistre, pas pour y vivre, mais au niveau du cinéma. Je veux dire, les salles sont pas terribles, tout est en VF. Enfin, bon, je la fais courte. J'ai fait une école de cinéma à Paris. J'ai un parcours hyper classique, quoi. De bricoler mes courts-métrages, d'abord avec la caméra Super 8 de mon père, et puis après avec des caméras vidéo, enfin voilà, et puis ensuite on fait une école de cinéma, et puis après l'école de cinéma on a un diplôme qui ne sert strictement à rien et on galère pendant 10-11 ans. Ça a été mon cas où j'ai fait tous les petits boulots possibles, veilleur de nuit, travailler au McDonald's, enfin, et dès que j'avais un peu de sous de côté, je tournais mes courts-métrages, cette fois-ci fait un peu plus sérieusement. À l'époque c'était en pellicule, c'était avant le numérique, donc c'était très lourd, et puis jusqu'à ce que je me fasse repérer avec un de ces courts-métrages par un camarade qui s'appelle Christophe Gans, qui lui était déjà metteur en scène à l'époque et qui m'a entraîné sur son incroyable aventure qui a été le Pacte des loups, qui à l'époque a été un très gros succès français, qui a fait plus de 5 millions d'entrées. Moi j'ai réalisé 2 making-of pour le film, 2 documentaires. C'était l'époque sur les DVD où les making-of c'était un vrai atout commercial, et les gens achetaient aussi des DVD pour les making-of. Tout ça a un peu disparu aujourd'hui, c'est devenu très banal. À l'époque, ça ne l'était pas, et ça m'a permis de rencontrer un producteur, et j'ai réalisé ensuite mon premier long métrage, qui était une sorte d'étrange film de fantôme français avec Virginie Ledoyen et Lou Doyon, qui a été un semi-bide, on va dire. Enfin, moi, en tout cas, on me l'a fait vivre comme un bide terrible, et comme j'avais pas le recul que c'était mon premier film, j'ai pris cet échec très au sérieux. Enfin, j'ai cru que je ne tournerais plus jamais, que le système ne me permettrait pas de refaire un film. Et à partir de cette espèce d'humeur un peu désespérée, j'ai écrit un autre film qui s'est fait, un peu par miracle, à tout petit budget, qui
s'appelait Martyr, qui est surtout ce film-là qui m'a fait connaître. C'est un film qui est devenu, là, c'est une expression un peu galvaudée, mais dans le cas de ce film, c'est un peu vrai, qui a fini par devenir culte, qui m'a fait faire un petit peu le tour du monde et tout ça, et qui a, on peut dire, lancé ma petite pérennité en tant que metteur en scène. Après, j'ai fait un film qui est à ce jour mon plus gros succès en salle, qui s'appelle The Secret, qui est un thriller tourné en langue anglaise avec Jessica Biel, qui a marché. Et puis, ce qui ne m'a pas d'ailleurs empêché de devoir encore attendre 5 ans après The Secret pour faire ce film dont on va parler aujourd'hui, qui est Ghostland. Voilà. Et du coup, pour revenir donc sur Ghostland, le film pour lequel tu es ici aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter son parcours? Parce que du coup, tu dis que c'était 5 ans entre The Secret et Ghostland, c'est ça? Moi, je pensais effectivement que le petit succès, le joli petit succès imprévu de The Secret en salle en France me permettrait d'enchaîner plus vite le projet suivant. Mais comme je fais moi des films qui ressemblent très peu aux films produits par le système français actuel, et disons depuis quelques décennies, puisque je fais plutôt du thriller, de l'épouvante, du fantastique, enfin de ce qu'on appelle aujourd'hui le cinéma de genre, même si moi je réfute complètement cette expression parce qu'elle ne veut plus rien dire. Mais en tout cas, je suis pas dans les normes d'un cinéma français qui a une idée de lui-même quand même qui est très périmétrée. Et je suis pas non plus un cinéaste exilé aux États-Unis qui tourne pour des studios américains. J'ai essayé, enfin je l'ai pas fait, j'ai décidé de pas le faire parce que ma liberté artistique y était nulle et j'avais pas le contrôle de mes films, donc je suis un petit peu nulle part. Il y a des gens qui pensent que je suis exilé à Los Angeles pour faire des films là-bas, c'est pas vrai, je vis à Paris, je me sens un cinéaste très français, mais le cinéma français étant ce qu'il est en ce moment, ça fait 2 films que je tourne en anglais parce que c'est plus facile pour moi de trouver de l'argent en montant des espèces de coproductions étranges entre la France et l'Amérique du Nord pour faire Key, The Secret et Ghostland. Je sais pas si ça répond à ta question, mais si. Après, je voulais juste savoir d'où vient du coup ce film. Alors, on va pas montrer la bande-annonce. Non, mais après The Secret, j'ai passé 2 ans à développer un projet, un thriller amoureux qui s'est pas fait. J'ai pas trouvé l'argent pour le faire, et j'étais tellement en galère financière moi-même, c'est-à-dire que je suis encore un cinéaste marginal, c'est-à-dire que je fais partie du quart-monde du cinéma français, c'est-à-dire que si je tourne pas rapidement, j'ai plus d'argent pour payer mon loyer, quoi, et pour donc j'ai lancé ce projet Ghostland très vite, c'était une question de survie. J'ai écrit tout seul, ma famille est partie en vacances et moi je suis resté à Paris et fiévreusement, 12 heures par jour j'ai écrit ce script. L'idée m'est venue assez rapidement et j'ai eu la chance que moins d'1 an après, le film soit en tournage, encore une fois au milieu du Canada. Voilà. Après c'est allé très vite, mais tandis que j'écrivais Ghostland tout seul, je savais pas du tout ce que ça allait donner et ce que j'allais devenir. C'était par nécessité et sentiment de survie que je l'ai fait, ce qui est d'ailleurs à mon avis, une façon très saine de faire des films. Hein. Faire des films pour payer son loyer, c'est bien, ça vous donne une énergie très concrète. C'est vrai. Et du coup, tu parlais de frénésie, donc t'as écrit ? J'ai eu l'idée. C'est difficile de parler du film sans révéler plein de choses, parce que c'est un film où il y a plein de rebondissements et de coups de théâtre et tout ça. Parce que le film, je pense que j'aime bien dire que Ghostland, c'est un film qui a une âme de film d'horreur, mais qui a une forme de thriller à suspense. C'est vraiment, au départ, il y a une vraie intrigue et il faut rentrer dans le film pour comprendre la solution de cette intrigue et tout ça. Donc à partir de 2-3 éléments comme ça de scénario que j'ai trouvé, et notamment un des rebondissements du film, j'ai senti que je tenais quelque chose, et c'est vrai que l'écriture elle s'est faite assez vite. Et elles viennent d'où tes idées? Parce qu'on peut aussi parler de Martyr. Nous on se posait la question, en fait on a revu Martyr il y a 2 jours, et on se demandait en fait d'où est venue cette idée-là. On s'était dit, par exemple, The Secret, on se disait peut-être que l'affaire de l'Arche de Zoé, un article là-dessus, a pu t'inspirer. Sauf que j'avais écrit le script avant, parce que j'ai écrit le script de The Secret avant celui de Martyr. D'accord, ok. Mais après l'échec commercial de Saint-Ange, je ne pouvais pas monter The Secret, qui était un film encore plus cher. Donc je suis passé par la case tout petit film, Martyr, mais j'avais le projet de Secret déjà écrit dans les tiroirs. Donc non, l'Arche de Zoé est plutôt venu confirmer qu'il y avait des trucs dans l'air. Il y avait des trucs dans l'air, mais je sais pas d'où viennent les idées. C'est impossible de savoir comment vient une idée, pourquoi on aime ça et pas ça, pourquoi on est touché par quelque chose et pas par autre chose. J'essaye de partir de sentiments très personnels, de choses un peu intimes qui me touchent. Alors sur Ghostland, c'était un peu mon rapport avec mon propre frère aîné, c'était le rapport à l'adolescent que j'étais, parce que l'héroïne de Ghostland elle a 14 ans, donc j'ai essayé de réfléchir à l'adolescent de 14 ans que j'étais, et l'imagination et la créativité. Je pars pas du tout du genre, moi je pars de choses que je ressens. J'ai besoin d'avoir un lien très, très émotionnel avec ce que je fais, et plus le film que je fais et que j'entreprends est violent,
plus j'ai besoin d'avoir un lien sentimental au film, sinon c'est une violence que j'assume pas et je sais pas quoi en faire. Et donc, et pour Martyr et pour celui-là, qui sont en gros les deux films les plus violents, les plus noirs que j'ai fait, même si Ghostland est beaucoup moins gore que Martyr. Ghostland, c'est pas du tout un film gore, mais c'est un film noir, c'est un film j'espère intense et qui vous accroche et dont on sort un peu retourné. Oui, il y a une forme de brutalité quand même. Sans doute. Mais en tout cas, c'est pas un film sanglant, quoi. C'est pas un film qui joue sur ce mais truc. De toute façon, c'est jamais complaisant chez toi, aussi bien dans Martyr que dans Ghostland. D'ailleurs, je te remercie de le dire, parce que c'est pas l'avis de tout le monde. Non, mais il y a vraiment il n'y a pas du tout de ce qu'on classait dans le torture porn à un moment, ce genre-là, c'est pas du tout ça. Il n'y a aucun côté fun et ni complaisant en fait dans la violence. C'est une brutalité qui est vraiment présente, mais qui a un but, un sens, et surtout qui, c'est ce qu'on disait, fonctionne vraiment comme élément important pour révéler l'émotion, notamment au niveau des rebondissements dans tes films. Ils prennent toute leur force et leur sens parce qu'on a vécu cette brutalité intensément avant. Et bah oui, bien sûr. Je trouve que ça en dit long sur l'époque, qu'effectivement une partie, en tout cas des commentateurs du cinéma, parce que le grand public m'a jamais vraiment fait ce reproche-là, mais une partie des commentateurs du cinéma, je trouve très curieux qu'en 2018 ils en soient à être surpris qu'un film d'horreur ou un film d'épouvante fasse de l'effet. C'est-à-dire que c'est dire à quel point ce genre s'est totalement aseptisé, notamment à l'intérieur des studios américains, où on sort de ces films-là aujourd'hui, même pour ceux qui sont bien faits, qui ont du talent, mais on en sort exactement comme on y est entré. Or pour moi, effectivement, quand j'avais 12, 13, 14 ans, que j'ai commencé à être extrêmement fasciné par ces films interdits, quoi, c'est ce cinéma d'épouvante des années 70, 80, contemporain de mon adolescence, c'était justement parce qu'il y avait un côté dangereux, sulfureux, et essayer de mater le genre, ça me fait un peu penser à un tigre dont on aurait élimé les griffes pour qu'il griffe pas, quoi. C'est-à-dire que je trouve ça un peu triste. Moi, j'adorais tout ce cinéma foisonnant des années 70. C'était pas d'ailleurs forcément des films fantastiques, hein. Moi, j'ai grandi en regardant Taxi Driver, La Horde Sauvage, les films de Sergio Leone. On sortait de ces expériences-là assez tourmentées. Encore une fois, cette façon de nettoyer le genre ne me paraît pas toujours très je trouve pas que ce soit toujours à l'honneur de ce cinéma-là. Non, on a des films qui sont du coup un peu des très jolis tours de manège, mais qui n'auront pas cet impact personnel. Ce qui est vrai, en tout cas, qu'il y a une récurrence dans ton cinéma, c'est que longtemps après la projection, ça nous travaille. Moi, je sais que chacun de tes films, plus à partir de Martyr, on va dire, je suis sorti de la salle dans un certain mutisme et tourné vers l'intérieur à réfléchir. Et c'est vrai, c'est ce qui, on va dire, fait que je pense ton cinéma transcende un petit peu ce qu'on classe généralement en cinéma de genre pour certains, alors que c'était pourtant une constante du cinéma de genre, ce qu'on appelait le cinéma de genre à une époque, que ça travaille après, ouais. Et qui s'est un peu perdu justement. Il y a une forme les salles de cinéma se sont vachement aseptisées, quoi. Depuis que moi j'avais 12-13 ans, c'est sûr qu'encore une fois, quand on grandit en regardant La Horde Sauvage ou le Parrain 2 ou L'Exorciste ou Massacre à la tronçonneuse, aujourd'hui effectivement il y a un côté c'est-à-dire que la salle de cinéma, elle est devenue une espèce de temple pour toute la famille, d'une manière un peu systématique. Et Dieu sait que je peux bien aimer pas mal de films Marvel, de super-héros américains, mais l'idée que, en gros, aujourd'hui, le cinéma de studio américain est entièrement asservi au désir d'un enfant de 12-13 ans, ça me pose un problème, quoi. Moi, j'en ai 46, et le cinéma américain commence à plus du tout me parler à moi. Je parle du cinéma majoritaire de studio, évidemment. Il y a encore plein de productions indépendantes qui sont passionnantes. Et surtout, ce qui est en train de changer, moi, je me suis fait la réflexion ces derniers jours, je me suis dit, tiens, quels sont les 3 derniers films fantastiques qui t'ont vraiment retourné la tête ces 5 dernières années? Et j'ai assez vite trouvé la réponse, et je me suis rendu compte que sur ces 3-là, je vous les dirai après, il y en a 2 qui sont pas sortis en salle du tout, qui sont directement en VOD, DVD. C'est Bone Tomahawk, le film avec Kurt Russell, que je trouve être un chef-d'œuvre. Il y a It Follows, qui lui est sorti, qui a pas marché très fort en France. Et le 3e, c'est Lord of Salem de Rob Zombie, pareil, sorti directement en Blu-ray. Moi, à mon époque, ces films-là seraient sortis et auraient beaucoup fait parler d'eux.
et je trouve que c'est toujours une idée très très haute du cinéma. Je pense que ces 3 films-là sont totalement passionnants. Et bien, il n'y a plus de distributeurs pour les acheter, pour les sortir, plus d'exploitants pour les passer. Tandis qu'effectivement, oui, on peut le dire, la moindre comédie française très très ratée sort facilement sur 300, 400, 500 écrans. Dans ce côté un peu écrasant, un peu totalitaire, et cette réduction de l'offre en salle, il y en a qui vont en profiter. Je veux dire, Netflix va en profiter, les chaînes privées vont en profiter. C'est ce qui est dommage pour la salle, parce que moi je viens de la salle. Et si la salle devient aussi aseptisée qu'un programme télé de 20h50, je ferai comme les gens, j'irai plus et je regarderai des séries télé et des inédits sur Netflix. Donc on est en train de changer de paradigme, ce qui est très très passionnant. Mais moi je suis un enfant du XXe siècle et je viens de cette découverte des films sur grand écran dans une expérience collective où, encore une fois, on sortait de certains de ces films en étant la tête à l'envers, quoi. Et du coup, est-ce que toi tu as le sentiment que les films que tu réalises, c'est ce que tu auras envie toi de voir en salle? Oui, c'est ça. Moi, très modestement, je m'inscris dans une histoire verticale. Je suis un cinéphile. C'est-à-dire que, comme disait Serge Danet, je suis un cinéphile, je suis un enfant du cinéma. C'est devenu la grande affaire de ma vie quand j'avais 12-13 ans et que j'ai reçu ça d'une manière un peu religieuse, un peu comme une vocation, et que je savais pas que je le ferais professionnellement, mais que je savais que je passerais ma vie autour de cette question du cinéma. J'ai tout de suite bricolé mes courts-métrages et tout ça, autoproduit, machin. Voilà, c'est devenu un truc très essentiel. Et j'ai oublié ta question, disons. Justement, par rapport à ce que tu es en train de dire, alors un truc qui est assez intéressant, je trouve, par rapport à ton cinéma, c'est que souvent, on va dire la production, on va utiliser, même si le terme n'a pas plus vraiment de sens aujourd'hui, cinéma de genre, on va dire la production française cinéma de genre, les réalisateurs français en cinéma de genre sont souvent très prisonniers de leur passion et de leur héritage, on va dire dans ce qu'ils réalisent. Et toi, c'était un peu présent dans Saint-Ange encore, mais tu t'en es très vite affranchi pour avoir tes films suivants, finalement, tu as cet héritage, mais tu t'es appropri quand même quelque chose, c'est vraiment très personnel. Ensuite, ça ne transparaît pas à l'écran. L'idée, effectivement, j'ai retrouvé le fil de ma pensée, mais ça, c'est l'idée, c'est de savoir, moi, et revendiquer que je viens d'une histoire qui me précède, et que j'en suis le fils, le descendant, et que j'essaye à ma façon, comme je peux, en faisant mes propres films, de faire perdurer cette histoire-là. Dont tout le monde, d'ailleurs, nous dit, l'époque en premier, que c'est fini, que l'histoire du cinéma, c'est fini, qu'aujourd'hui, on est dans le postmodernisme, on est dans le cinéma méta, et moi, ça, je pense que ça ne concerne pas du tout que le cinéma d'épouvante, ou le cinéma fantastique. Je pense que c'est le même problème pour tout le monde. On a l'impression d'arriver à la fin de l'histoire, ou après la fin de l'histoire, après la bataille, et à la fois les gens comme moi sont chargés de cette histoire, de cette mémoire, quoi. Alors j'essaye de pas trop faire attention aux dérives de l'époque actuelle, et d'essayer de continuer, moi, et si je dois être le seul à y croire, le seul dans la croyance des histoires que je raconte, je le serai, mais voilà, j'ai pas d'autre choix, il faut que je fasse des films. J'ai tellement bu au cinéma des autres qu'à un moment donné il fallait que je rende ce que ce cinéma-là m'avait donné. Alors après, à 20 ans, comme j'ai des professeurs de cinéma à l'école qui me disent que faire du fantastique en France, c'est complètement ridicule. De toute façon, faire du fantastique tout court, c'est complètement ridicule. Parce que le cinéma est par essence fantastique et onirique, et donc vouloir en faire, c'est redondant. Enfin, les rhétoriciens de la critique française qu'on se tape depuis 30 ans, voire 40. Bon, moi j'ai entendu tout ça, et évidemment, ça a forgé une espèce de, chez moi, de colère froide et teigneuse et résolue de faire le cinéma qu'ils voulaient pas que je fasse. Et aujourd'hui, malheureusement, je trouve qu'on en est toujours encore là. C'est-à-dire à peu près tous les journalistes que je rencontre me demandent pourquoi je fais ça, quoi. Et alors moi, ma réponse, c'est l'année dernière, il y a eu 70 comédies françaises produites par le système, 70. Je ne voyais pas pourquoi j'en ferais une 71e, quoi. Je me dis, au moins, ce que je fais, on n'est pas beaucoup à le faire, et c'est d'autant plus excitant. Ouais, justement, vous n'êtes pas beaucoup à le faire, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment avec des films. On a parlé de Grave l'an dernier, là il y a Revenge qui est sorti, qui était d'ailleurs à Gérardmer. Tu penses quoi du cinéma de genre français, toi ? Que ce que tu viens de dire, je l'entends depuis 2003, depuis mon premier film. Depuis Saint-Ange, on disait à l'époque, il y a un truc qui se passe. Ouais. C'était juste après le carton du Pacte des loups. Ça a donné une série de films français pas terribles, les French Frayeurs, produits à la va comme je te pousse, à mon avis pas fait très très sérieusement, et d'une manière un peu opportuniste, mais c'était pas assez ressenti.
Ce que tu dis, je sais pas du tout, je te le dis sans aucune agressivité, mais moi je l'entends depuis maintenant 15-17 ans. Et il se passe pas un mois sans qu'un journaliste ou un documentariste m'appelle pour participer à un énième article ou à un énième documentaire sur le genre à la française. Peut-on faire du cinéma de genre à la française ? Moi je fais plus ces trucs-là parce que j'en ai fait 25 et que ça n'avance pas. On ne fait que parler. Et concrètement, ce que nous faisons tous, la réalisatrice de Grave, mes copains Bustillo et Maury, qui essayent comme moi de faire ce cinéma-là avec lequel ils ont grandi, ce qui devrait être extrêmement naturel, mais ça l'est toujours pas. Tous ces films qui arrivent à se faire sont des petits miracles. Ce sont toujours des prototypes orphelins. Ça ne crée aucun système de production qui faciliterait notre film suivant. Moi, une fois que j'ai terminé un film, à chaque fois, je repars entièrement à zéro. C'est-à-dire que on me signe pas pour un projet, j'ai jamais aucun coup d'avance. Je me plains pas parce que de toute façon faire du cinéma, c'est très difficile pour tout le monde. Mais c'est vrai que quand on essaye de faire des genres aussi qui traversent l'histoire du cinéma, qui existent depuis que l'histoire du cinéma existe, comme l'horreur, l'épouvante, le fantastique, on a en plus d'autres Everest à grimper qu'un cinéaste de comédie française n'a pas. Et je me demande, moi, quand ça va changer. Mais ça fait, je dis bien 17 ans que j'entends dire « Ah, ça commence un peu à bouger, ça commence un peu à changer ». Et puis il faudrait changer aussi le public. Je veux dire que ces films-là dont tu parles, la plupart de ces films-là ne marchent pas, ils font à peine 100 000 entrées, et il faudrait changer tous les paradigmes. Quand je dis qu'il faut changer le public, je veux dire on a bien maté le public depuis 30 ans à ce qu'il ait sa bonne idée préconçue de ce que c'est qu'un film français, de ce que c'est qu'un film américain, quoi. Alors cette idée que le spectaculaire, le genre c'est l'Amérique et la France c'est l'intimité ou la gaudriole, ça ce sont des préjugés qui sont improuvables. Moi je me bats contre ça. On peut tout faire en France et on a tout fait. Tandis qu'il n'y avait pas d'Europe officielle, on produisait du cinéma européen, c'était des films d'aventure, de KPDP, d'action, il y avait tous les genres, de fantastique évidemment. Depuis qu'à l'Europe, il n'y a plus ça. Donc on en souffre beaucoup, moi j'en souffre beaucoup. On voulait te parler de compromis aussi, je ne sais pas si tu veux, Maxime, parler sur le processus filmique de création d'un film. En fait, c'est ce qui était assez marquant. Personnellement, ma première rencontre avec toi en tant que cinéaste, on va dire, c'est le making-of du Pacte des Loups, qui avait cette particularité, ce making-of, c'est qu'on connaissait les making-of un peu, on va dire, à la gloire des films sur les prouesses techniques. D'un autre côté, les making-of sur les films maudits, il y en a eu plein. Mais là, c'était un making-of avec une forme de réalisme sur à quel point même les qualités d'un film peuvent être le résultat de compromis, de hasard, de choses comme ça sur le tournage. C'est très 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 marquant, c'est très rare aussi. Et est-ce que c'est quelque chose dont toi, ton cinéma, tu en as toujours eu conscience dans le processus créatif quand tu écris, de tous les compromis qu'il va y avoir à faire ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert justement en faisant ce making-of ? Et quel est ton rapport ensuite justement aux compromis sur les tournages ? Les compromis, je dirais que c'est le deuxième prénom de mon travail, tu vois, ça vient juste après réalisateur, c'est compromis. Oui, mon métier est un métier aussi terriblement fait de renoncements, de compromis, d'erreurs, et on apprend en faisant. Moi, je considère que faire des films, c'est comme un sportif qui s'entraîne, c'est un muscle qu'on entraîne, et puis plus on tourne, et plus on apprend, et puis c'est un constant apprentissage. Et je crois que chaque cinéaste est à la recherche de son nombre d'or, le trouve jamais, parce que le jour où il le trouve, il y a plus d'autres films à faire. Et voilà, moi j'ai fait 4 films que j'ai l'impression de creuser un certain nombre d'idées qui m'obsèdent, et puis j'apprends à chaque fois, et puis j'essaye de faire le film suivant en réaction contre le film précédent. Donc tu penses bien que le Pacte des Loups, être 18 mois à côté de Christophe Gans, qui vraiment, j'ai pu tout filmer, donc le making-of est incroyablement informé, et ça m'a informé moi-même en le faisant, et ça m'a vachement aidé et préparé à passer moi à l'acte, quoi. Tu en as parlé brièvement, du coup c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus, mais Mylène Farmer qui joue dans Ghostland, comment ça s'est passé ça ? Eh bien, Mylène Farmer, moi, ça fait très très longtemps que je l'admire, que je l'aime. C'est une artiste que j'ai toujours beaucoup aimée. Je me souviens en 89 ou 90, je ne sais plus, être allé à Bercy la voir en concert. C'était son premier show. C'était extraordinaire. Il y avait une grille en fer forgé, une espèce d'entrée de monastère qui remplaçait le rideau de scène. Il y a un moine à robe de bure qui arrivait, avec son trousseau de clés qui ouvrait la grille qui s'écartait, des fumigènes, des pierres tombales sur la scène. Et tout d'un coup, dans un halo de lumière, dans les déflagrations électroniques, Mylène arrivait et balançait un poème
poème ultra morbide de Baudelaire tiré des Fleurs du Mal. Moi, à 19 ans, c'est tout ce que j'aimais. Et on sortait d'une pop culture française, d'une variété française quand même ultra mainstream, quoi. Tu vois, moi, toute mon enfance, il a fallu que je me tape Sardou, Claude François, Nana Mouskouri, tous ces trucs que j'aimais plus piffer, tu vois, et avec lesquels je me suis jamais réconcilié. Et tout d'un coup, il y avait cette nana là, incroyable, qui imposait au public français ce à quoi le public français était le plus réfractaire, c'est-à-dire le bizarre, l'étrange, la monstruosité, le gothisme, le baroque, tout ce que les Français en général détestent, elle l'impose. On se dit, enfin l'industrie se dit, ça va être un truc d'un été, et 34 ans après, elle est toujours là. Donc moi j'ai une admiration sans borne. Et puis un jour, l'espèce de miracle, je reçois un coup de téléphone, c'était Mylène qui connaissait mes films, qui m'a dit qu'elle les aimait beaucoup et qui très timidement, comme si elle me demandait une faveur, m'a dit est-ce que je sais que vous ne faites pas de clip, mais alors moi je lui ai pas dit j'en fais pas parce que personne m'appelle pour en faire, ce que j'aimerais bien. Est-ce que vous voudriez bien faire mon clip? Et j'ai sauté de joie, je dis mais évidemment. Et donc on s'est rencontrés, j'ai été super intimidé et puis en 10 minutes elle m'a mis très très à l'aise. Et ça a été une collaboration, ça a été le démarrage d'une collaboration qui dure jusqu'à la sortie de notre film. Voilà. J'ai fait un clip pour elle donc qui s'appelle City of Love, qui était une proposition de fantastique pure, où Mylène a accepté de se transformer en bête monstrueuse tombée du ciel avec 7 heures de maquillage. Enfin, plus je travaillais avec elle, plus je voyais au-delà de l'artiste quel être humain incroyable elle était. Elle était tout ce que j'imaginais qu'elle était, mais en mieux. Tu vois effectivement, c'est rare, hein, voilà, rare. effectivement, elle aime le fantastique, c'est pas une posture, elle adore l'horreur, elle est dans la contre-culture, elle est pointue, elle a une passion absolue pour le cinéma, elle aime le romantisme noir. Bon, c'était très fraternel entre nous. Et puis quand le clip s'est terminé, c'était tellement chouette, tellement harmonieux comme relation de travail, que c'était trop court, parce que c'était juste un tournage de 2 nuits, donc c'était trop vite fait finalement. Et puis on s'est un peu tourné autour pendant plusieurs semaines. Elle savait que je préparais mon film, que j'étais en casting et tout ça. Et puis elle m'a fait des allusions. J'ai commencé à comprendre qu'elle avait très envie de faire partie de l'aventure. Et puis un soir à 2h du matin, je reçois un SMS. T'aurais pas un petit rôle de folle dans un coin pour moi? Un message de Mylène. J'ai trouvé ça merveilleux et j'ai compris qu'elle me demandait si c'était pas, voilà, s'il y avait quelque chose pour elle. Et je lui ai dit non, rôle de folle non, mais rôle très important de mère, très important. Et elle m'a dit je peux lire, j'ai envoyé le scénario et 2 heures après, il était 4h du matin, moi j'attendais en disant est-ce qu'elle va me répondre tout de suite ou demain ou après-demain. 2 heures après, à 4h du matin, elle m'a dit j'adore cette histoire, j'adore ton scénario, est-ce qu'on le fait? Et je dis bien sûr qu'on le fait. Et ça a été, on n'a plus du tout réfléchi. Après on a fait le film, voilà. Et j'ai eu son soutien inconditionnel du début à la fin. Mais en tout cas c'est une très belle actrice. C'est vrai qu'on la connaît actrice dans ses clips, mais là pour le coup elle explose quoi. Enfin moi je l'ai trouvée formidable dans le film. On va pas trop en révéler, mais voilà son rôle de mère est vraiment incroyable. Elle est vraiment magnifique dans le film en tout cas. Non, ouais, c'est une vraie réussite. Tu voulais parler Max parce que tu connais bien le travail de Mylène Farmer aussi. Oui, pareil. Oui, depuis très tôt, j'ai suivi tout le parcours de Mylène Farmer et c'est vrai qu'il finalement c'est vrai il y a un côté âme sœur entre vous deux, parce on en parlait, il y a cette même forme, avec vous le cinéma, le contrôle de l'image, et elle aussi c'est un contrôle sur son image, mais qui a une capacité à brutaliser cette image et à l'emmener justement dans des recoins assez sombres, noirs, et finalement je trouve que du coup cette harmonie est vraiment parfaite dans ce film-là, quoi. En tout cas, c'est plus qu'une question, c'était plus les louanges de cette collaboration qu'on peut les faire. Merci beaucoup, c'était la chose à laquelle je tenais le plus, parce que je sais très bien qu'il y a eu des réactions très ironiques ou très stupéfaites à l'annonce d'un film d'horreur avec Mylène Farmer. Et puis aujourd'hui, effectivement, elle est en train de recevoir des critiques incroyablement unanimes sur elle. Et moi, dans un fond de mon cœur, ça fait un moment que je le savais. Enfin, je voyais les rushs, soit j'étais complètement fou, soit ça marchait. Et je voyais bien que ça marchait. Et donc je le savais, mais ça fait toujours quand même beaucoup de bien quand d'autres le pensent et l'écrivent, quoi. Et est-ce que c'est aussi, parce que c'est génial qu'elle soit dans le film, est-ce que t'as aussi pensé que c'était peut-être un poids aussi d'avoir Mylène Farmer dans ton film, sachant qu'elle a une j'ai pas pensé à ça. Moi je savais que c'était pas du tout une garantie de faire des entrées de plus. Enfin on connaît l'histoire de Johnny Hallyday, acteur, qui est l'homme le plus aimé des Français, qui n'a jamais réussi vraiment à faire un succès commercial au cinéma. Ce sont des territoires très 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 imperméables l'un l'autre. Le show business de la musique et celui du cinéma, c'est pas du tout la même chose. Et donc c'est pas du tout par opportunisme, encore une fois, que j'ai pris Mylène. Je trahis pas un secret d'ailleurs en disant qu'une partie
des financiers du film étaient plutôt contre, en disant c'est quand même une idée un peu bizarre, ah bon, vous êtes sûr et tout ça. Bon, moi j'ai insisté calmement mais résolument, de dire et puis mon distributeur Stéphane Sellarié, qui aime aussi beaucoup Mylène, lui était tout à fait pour. Mais encore une fois, moi j'ai écouté personne. Je n'ai écouté que le désir que j'avais de travailler avec cette femme extraordinaire. Ouais, du coup, tu parlais de Mars Film, donc qui distribue ton film. Il me semble que tu as dit tu devais travailler avec un studio américain, c'est ça, qui voulait changer l'âge. J'ai failli signer effectivement ce film. Je l'ai développé donc tout seul dans mon coin, un été chez moi à Paris. Et ensuite, j'ai eu la chance que, après, j'ai commencé à le faire circuler, à le faire lire à 2-3 producteurs, et tout le monde voulait le faire. Et il y avait quelque chose qui était sans doute abouti dans l'histoire, enfin, quelque chose de très carré, de très clair, que les producteurs aimaient. Et j'ai failli le signer avec un studio américain. Mon banquier aurait été très content que je le fasse. J'ai failli vraiment le faire, sauf que ils ont eu la bonne idée de m'envoyer ce qu'ils appellent des fiches de lecture. C'est-à-dire que les Américains sont passionnés de fiches de lecture. C'est-à-dire ce sont des notes prises par on ne sait qui disent alors ça, on préférait que ce soit un petit peu plus jaune, ça un peu moins vert. Ça. Et dans ces notes de lecture-là, il y avait le personnage de 14 ans, il faut qu'il en ait 19. Et là, j'ai compris qu'il ne voulait pas faire le même film que moi. Bon, les gens qui verront le film comprendront qu'il est très important pour moi que le personnage principal au départ ait 14 ans, parce que ce film raconte aussi l'histoire d'une jeune fille qui va devenir une jeune femme, et évidemment pour se protéger, les Américains voulaient que je la rende plus âgée pour éviter les problèmes de censure, de classification et tout ça. Donc j'ai refusé, ça m'a sauvé cette note de lecture là, j'ai refusé et je suis retourné en fait voir Clément Miseret de Radar Film qui avait produit mon film précédent The Secret. On a trouvé un terrain d'entente et on est parti, et en plus j'avais à ce moment-là une liberté et un contrôle artistique total sur le film, quoi. Et est-ce que du coup la classification moins de 16 c'est difficile pour toi ? Ça me déçoit. Je la redoutais, on la craignait, on sentait qu'elle était dans l'air. Il y a quelques années, ce film n'aurait jamais été interdit moins de 16 ans, il aurait été interdit moins de 12 ans peut-être avec avertissement, mais voilà. Mais la France est quand même très tendue du slip en ce moment. Ouais. Encore une fois, moi je suis un enfant des années 70, voir ce retour comme ça d'une certaine forme de réaction, tout le monde est ultra crispé. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il faut continuer à faire des films d'horreur, parce que plus l'époque est réactionnaire et plus il faut des films inconfortables pour montrer à quel point tout ça est grotesque et ridicule. Donc je trouve pas très normal que le film soit moins de 16, parce que d'autant plus, encore une fois, que mon personnage a 14 ans, j'aurais adoré qu'une jeune adolescente intelligente, comme le sont les jeunes françaises, le voit, parce que le film parle d'elle et que c'est aussi à elle que je m'adresse. Et que ces gamines-là de 14-15 ans, elles recevraient le film 5 sur 5. Et donc il faut savoir qu'au comité de classification français, c'est dans ceux qui décident si un tel film est interdit moins de 12, moins de 16, moins de 18. Il y a beaucoup, pas uniquement, mais il y a pas mal d'influences, d'associations de droite dure, pour dire le moins, comme Promouvoir, comme Famille de France, qui eux m'ont dans le collimateur depuis Martyr, je te dis pas à quel point, et qui là m'ont pas loupé. Et ils ont été très influents. C'était eux qui avaient retiré la classification de La vie d'Adèle, notamment. Oui, puis c'est eux qui avaient voulu. Puis on peut rappeler que c'était moins de 18 au départ. Martyr, ils ont tenté de me le censurer totalement en interdisant moins de 18 ans, ce qui voulait dire flinguer complètement la carrière du film, le mettre vraiment, l'enterrer avant qu'il existe. Donc je sais bien que ces gens sont pas mes amis et que je les aurai sur le dos tant qu'ils seront à la commission de classification. Encore une fois, je ne trouve pas légitime que ce film soit moins de 16, sachant que La Passion du Christ de Mel Gibson, qui est l'un des films les plus outrageusement gore de l'histoire du cinéma, lui est moins de 12, parce que ces mêmes gens trouvent que nos chères petites têtes blondes devraient voir le massacre du Christ au Mont Golgotha. Donc moi je demanderais le même traitement, quoi. Et donc il y a beaucoup d'idéologie là-dedans. Et une façon de dire de la part de ces gens, ce cinéma-là, on n'en veut pas. Voilà, parce que moi j'ai pas la petite caution culturelle d'un Funny Games de Michael Haneke ou de La Passion du Christ, j'ai pas ce truc là. Pour eux je suis un cinéaste d'exploitation qui joue sur le voyeurisme des gens, qui fait des films violents, tout ça est grotesque. Tant pis, on fera 100, c'est pas... De toute façon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des salles de cinéma. Après, les jeunes d'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils regardent beaucoup sur leurs ordinateurs. Voilà. Donc, de toute façon, s'il doit trouver son public, je pense qu'il le trouvera de toute façon. Moi, j'aimerais quand même qu'il le voit sur grand écran. C'est vraiment c'est un film spectaculaire. C'est un ride, le film. Moi, j'insiste, c'est un vrai thriller avec un scénario, avec une énigme. C'est pas un film gore du tout. Mais qui j'espère, nous met dans plein d'états différents. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur
la structure pour que le film. Je me disais qu'à partir du moment où le film est un thriller qui t'accroche, moi, une fois que les gens sont accrochés et qu'ils ont envie de savoir la fin, ils ont envie de comprendre ce qui se passe, je peux les amener loin, moi, dans la noirceur, dans des pérégrinations comme ça, j'espère hyper surprenantes. Et le film a un côté ride très très fun, quoi. Ouais. C'est aussi un film du samedi soir que j'ai envie que les gens voient dans leur multiplex en province, parce que moi j'en viens et j'adore aussi. C'est un film qui est à sa façon assez ludique aussi. C'est pas, on sort pas de là dépressif. Hein. Mais c'est un vrai film qui secoue. Bah ouais, je tiens beaucoup à ça. Et justement, vous voulez te parler de la construction de Oui, tes sur la films. construction de tes films. Donc par rapport justement, comme tu dis, là, ce côté avec des rebondissements, toutes Ouais. ces structures. Ouais. Et alors, c'était sur la conscience que tu avais au moment de l'écriture justement des structures. Est-ce que c'est quelque chose de très très travaillé ou quelque chose d'assez instinctif? Parce qu'on remarquait justement que tes films souvent fonctionnent avec un double rebondissement, un premier qui va remettre en cause la narration du film et perdre un petit peu le spectateur par rapport à ça, et plus vers la fin, un rebondissement qui va avoir une portée plus, on va dire, philosophique, psychologique plus profonde. Et du coup, le fait d'avoir été perturbé sur les points de vue, ce qu'on pense des personnages, de la narration, premièrement, ouvre complètement le spectateur à ce dernier rebondissement qui lui va avoir une portée plus profonde, qui va vraiment aller le toucher. Et on se demandait est-ce que c'était quelque chose d'instinctif dans ton écriture ou quelque chose qui est très réfléchi? Non, justement. c'est pas réfléchi, c'est instinctif. Genre, j'ai conscience de jouer avec les attentes du spectateur. Je me dis, c'est surtout que je me dis, bon voilà, en 2018, le spectateur d'aujourd'hui, il est incroyablement averti. Il est très rapide, beaucoup plus rapide que ma génération. Il a vu des milliers d'heures d'images, des centaines de films. Il est très averti. Donc il faut néanmoins continuer à le surprendre et à essayer comme un jeu, de se confronter à lui, à ses préjugés sur le film, à des scènes de créer chez lui des émotions qu'il n'attendait pas du tout. Donc c'est vraiment un mélange de le faire moi à l'instinct à partir de ma propre connaissance du genre, et aussi une façon aussi pour moi quand j'écris de me surprendre moi-même. Et je me dis, si ça me surprend, si ça m'accroche, ça devrait accrocher les gens. C'est vraiment à moitié animal, à moitié intellectuel. Ok. Et du coup, parce que nous, on aime beaucoup tes films précédents, en allant voir Ghostland, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui va encore pouvoir nous. Ouais, du coup, il y a une sortir attente, et ça fonctionne encore pour le coup. C'est gentil. Le piège de ça, c'est que si un jour je fais un film sans rebondissement, je serais super On déçu. ne Quoi. t'invitera Je plus, en fait. suis condamné. On t'invitera plus, mais du coup, comment tu vois ton futur là, proche ou moins Comme proche? je peux. Non, j'espère que faire un 5e film sera, que j'attendrai un peu moins, que ça sera facilité, ou que que ma vie de cinéaste sera un petit peu plus fluide d'un projet à l'autre. Mais je sais pas, je sais pas du tout. Là pour l'instant, j'ai envie que Ghostland sorte. J'ai envie enfin d'avoir des retours du public le plus large possible. Et puis il faut juste croiser les doigts pour moi et souhaiter bonne vie, longue route à ce film. J'ai tellement travaillé sur ce film, c'est un film qui était rude à faire, rude à tourner, c'était très difficile. Heureusement que j'avais avec moi ma troupe exceptionnelle de comédiennes qui ont été toujours de mon côté, mais les conditions de tournage, de météo, on a fini le tournage, il faisait moins 60 degrés dehors, et puis on avait des choses qui étaient tous les jours très difficiles à tourner physiquement, matériellement. Donc je suis sorti de ce film un peu éreinté, et j'ai vécu 2 ans dans cet univers lourd qu'est Ghostland, et maintenant j'ai envie de passer le bébé et que le public le prenne à sa charge. C'est un vrai film de femmes en fait, Ghostland, parce que ça traite de femmes de différents âges en fait. Martyr était aussi sur 2 femmes. Est-ce que quel est ton rapport toi avec tous mes films tournent autour d'héroïnes, tous mes films. Ouais. J'ai beaucoup de mal à écrire des personnages masculins pour l'instant, et puis ça m'intéresse moins parce que le masculin c'est moi, et que je me connais, que j'aime l'autre, j'aime ce qui me ressemble pas, et que c'est une façon d'approcher cette énigme pour moi, et que c'est exaltant de passer plusieurs semaines à filmer les visages extraordinaires de Mylène, de Emilia Jones, de Crystal Reed. Voilà, je fais aussi du cinéma pour filmer des très belles femmes. Parce que il me semble que tu avais parlé d'un projet, je sais pas Maxime, tu voulais dire. J'avais quelque entendu chose une interview, je crois qu'il date d'après Martyr ou The Secret, je sais plus où. C'est censé avoir un projet de film de mecs, de bande de mecs, ouais. qui n'a pas eu lieu. Réussi à le monter, donc tu ouais. vois, même voilà, les financiers ont plutôt tendance à financer des films de femmes. Non, ça me va très bien.
Et donc, il y a un espoir un jour que ce projet revive, ou les projets que tu as abandonnés souvent, généralement, qui sont pas faits, c'est... Celui dont tu parles, c'est un remake d'un film français que j'adore des années 70, qui s'appelle La Traque, un film très méconnu avec Jean-Pierre Mariel, Constantin, plein d'acteurs formidables, mais c'est néanmoins un film extrêmement obscur que j'adore. Et celui-là, je sais que je le ferai pas. Je le ferai pas. J'ai jamais trouvé le point d'entrée pour en faire un remake légitime et intéressant et tout ça. Sans doute parce que le film d'origine est déjà absolument impeccable. Ok. Merci beaucoup Pascal. En tout cas, nous, on a vraiment adoré Ghostland. On vous conseille vraiment vivement d'aller le découvrir en salle le 14 mars parce que c'est vraiment une merveille à tout point de vue. Donc vraiment, vraiment, courez-y. Vous serez vraiment pas déçus. Et n'hésitez pas, quand vous l'aurez vu, à nous donner vos avis sur YouTube, en commentaire. À très bientôt.